Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. Deux applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec deux leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour! Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actu crypto aux États-Unis. C'est particulièrement animé en 2025, on dirait. Ah oui, bonjour. Effectivement, il se passe beaucoup de choses. On assiste à un virage politique assez notable et c'est crucial de décrypter tout ça. Exactement. Donc on va analyser ensemble cette nouvelle approche américaine des actifs numériques sous l'administration Trump et surtout ses répercussions qui sont complexes sur les marchés. C'est ça l'idée. On va regarder comment les décisions politiques, les nominations, la législation... Comme le Genius Act, par exemple. Oui, voilà. Comment tout ça interagit avec les grandes tendances macroéconomiques. Pour voir comment ça redessine le paysage du Bitcoin et des autres cryptos aussi. Et on va essayer de voir s'il y a une stratégie américaine un peu plus profonde derrière tout ça, pas juste de la régulation. Et comment les marchés réagissent, les marchés publics et privés aussi. Tout à fait. On va s'appuyer sur un rapport assez détaillé sur ces politiques et un article récent sur les signaux de la Réserve fédérale, notamment à Jackson Hole. Parfait. Alors commençons par ce fameux virage politique. Avant 2025, on se souvient, le secteur avançait un peu dans le flou. Oui, c'était l'incertitude réglementaire et une approche souvent qualifiée de répressive, le fameux « enforcement first ». Et là, l'administration Trump semble avoir pris le contre-pied. C'était dans les promesses, il me semble. En optant pour une politique de soutien, de clarification. C'est ça. Et ça s'est vu très vite, dès le début de l'année 2025. Comment, concrètement? Par des actes forts au niveau présidentiel. Dès janvier 2025, il y a eu ce décret Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology. Ah oui! Ça a posé un cadre, on peut dire, idéologique. Ça affirme que les actifs numériques sont cruciaux pour l'économie US et son leadership. Et les priorités affichées? C'était clair. Promotion des blockchains publiques, consolider la place du dollar via des stablecoins privés adossés au dollar, et faciliter l'accès des banques au secteur. Et dans ce décret, il y a un point qui a beaucoup fait parler, l'interdiction formelle des monnaies numériques de banque centrale, les CBDC. Oui, une interdiction nette présentée comme une menace pour la stabilité, la vie privée. C'est un choix fort, non, quand on voit la Chine ou l'Europe avancer là-dessus? Très fort. Ça positionne les États-Unis différemment. Plutôt que de créer une monnaie numérique d'État, ils misent sur l'innovation privée, mais encadrée. Les stablecoins adossés au dollar, donc, pour étendre l'influence du dollar numérique autrement. Et la suite logique, c'est en mars 2025. Exactement. Un autre décret crée la Strategic Bitcoin Reserve et le United States Digital Asset Stockpile. Le but? Regrouper les actifs saisis par l'État. On parlait à l'époque d'environ 200 000 bitcoins. C'est énorme. Ça fait des États-Unis le plus gros détenteur étatique connu de Bitcoin, du coup. Oui, et avec une doctrine claire annoncée en même temps.
C'est-à-dire? Une politique de non-vente pour le Bitcoin. Il est traité comme une réserve stratégique. Point. Signal fort pour le marché. Très fort. Par contre, pour les autres actifs saisis, le rapport cite Solana, Cardano, Ethereum, XRP. La porte reste ouverte à une éventuelle vente. C'est une gestion différenciée, qui en dit long aussi. Bon, ces décrets donnent une direction, une impulsion politique. Mais il faut que ça suive derrière, au niveau des institutions, de la loi. Bien sûr. Et ça a suivi, d'abord par des nominations clés. Lesquelles, par exemple? Placer des gens comme Paul S. Atkins à la SEC, qui est vu comme pro-crypto, ou Howard Lutnick au commerce. Et surtout, afficher l'intention de remplacer Gary Gensler. Ce qui a été interprété comme la fin de la période, disons, hostile. C'est ça. Un signal très clair. Et ensuite, le législatif a suivi avec le Genius Act, signé en juillet 2025. Le premier cadre fédéral pour les stablecoins. Qu'est-ce qu'il dit en gros? Il impose des règles assez strictes. Réserve à 100% intégrale. En cash ou en bon du trésor US court terme, donc très sûr. Et il y a aussi cette capacité technique exigée des émetteurs. Ah oui, le fameux geler, saisir ou brûler les stablecoins. Ça montre quand même une volonté de garder un certain contrôle, non? Même en misant sur le privé. Tout à fait. C'est une tension intéressante. On veut harnacher l'innovation privée Oui. pour étendre l'influence du dollar, mais on impose des garde-fous qui rappellent le contrôle de la finance classique. Et le secteur privé, il accepte ça? Cette exigence de contrôle, même si c'est pour lutter contre l'illicite, ça heurte un peu l'idée de décentralisation, non? C'est le compromis, semble-t-il. Le prix à payer pour la légitimité, pour l'accès au système bancaire classique, pour sortir de cette zone grise réglementaire. D'accord. Et d'autres lois sont en préparation? Oui, le rapport mentionne FIT 21, qui continue son chemin pour clarifier le statut d'autres actifs numériques. C'est un processus en cours. Et cette idée de harnacher la technologie, ça va plus loin apparemment. Le rapport insiste sur le lien fait entre crypto et intelligence artificielle, l'IA. Absolument. C'est un point clé de la stratégie. La création d'un groupe de travail commun, IA et crypto, avec les conseillers spéciaux, c'est pas anodin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça reflète une vision où le minage de Bitcoin, qui consomme beaucoup d'énergie et de puissance de calcul, Oui. est vu comme une infrastructure qui pourrait être stratégique pour le développement de l'IA aux États-Unis. Une ressource de calcul en plus de sécuriser le réseau Bitcoin. Une sorte d'infrastructure à double usage. C'est un peu l'idée. Et ça pourrait expliquer l'intérêt marqué du capital risque pour le secteur du minage qu'on a vu au T2 2025. Ah, justement, parlons des marchés. Les marchés publics d'abord. On se souvient de l'euphorie fin 2024, après l'élection, ce fameux Trump's Trade. Bitcoin avait frôlé les 94 000 $. Oui, mais la relation n'est pas si directe comme on l'a vu ensuite. Racontez-nous. L'exemple de mars 2025 est parfait pour ça. Le gouvernement annonce sa réserve stratégique de Bitcoin. Nouvelle positive, non? A priori, oui, une validation par l'État. Et pourtant, le marché plonge. Bitcoin perd 6%. Il retombe vers 91 300 $. Ethereum, c'est pire, moins 26%. Ah oui, et pourquoi cette chute alors? Parce qu'au même moment, les marchés actions traditionnels piquaient du nez. C'était le moment où on parlait de l'éclatement de la bulle IA, Nvidia qui perdait 10%. Donc une aversion au risque généralisée sur tous les marchés. Exactement. Ça a tout emporté, y compris les cryptos, malgré les nouvelles spécifiques positives pour elles. Ce qui montre que même avec un cadre politique plus favorable, Les cryptos restent très sensibles aux mouvements macro-globaux. Elles ne sont pas encore cette valeur refuge que certains espèrent en cas de tempête boursière. La politique influence, mais la macro dicte encore beaucoup. pourtant le seuil des 100 000 $ pour Bitcoin, il a tenu plus ou moins, non? Et les prévisions pour 2026 dans le rapport restent plutôt optimistes. On parle de 117 000 $, 174 000 $, voire plus. Oui, le support psychologique des 100K a joué. Et l'optimisme de fond est soutenu par plusieurs choses. La clarté réglementaire qui avance, c'est sûr, mais surtout l'événement récent, c'est Jackson Hole en août 2025. Le grand raout des banquiers centraux, qu'est-ce qui s'est dit là-bas? L'article source parle d'un clignement d'œil de Jerome Powell, le patron de la Fed. C'est une formule, oui. En gros, après des mois et des mois de discours très fermes sur la lutte contre l'inflation, de hausse des taux, le ton de Powell a été perçu comme, disons, un peu différent. Il a reconnu le ralentissement économique, le fait que l'inflation commençait à se calmer, et surtout, il a laissé entendre que la Fed pourrait envisager d'assouplir sa politique. Un pivot dovish, comme disent les analystes. Un changement de cap potentiel de la Fed. C'est comme ça que le marché l'a interprété, très vite. Et l'impact sur le Bitcoin? Immédiat. Un bond de 5%, juste après le discours. Il est repassé au-dessus des 117 000 $. Pourquoi cette réaction si forte? Parce que les marchés ont compris ça comme
Ok, la période des taux qui montent et de la liquidité qui se resserre touche peut-être à sa fin. C'est la fin des vents contraires monétaires. Et le début potentiel de vents favorables. Plus de liquidité sur les marchés. Voilà. Et historiquement, quand il y a plus de liquidité, les actifs considérés comme à risque, et Bitcoin est souvent mis dans cette catégorie, ont tendance à en profiter. Donc c'est un facteur macro qui a redonné de l'élan. Intéressant. Revenons aux outils financiers propres à les cryptos. Les ETF, les fonds négociés en bourse, le rapport dit qu'ils ont été très importants en 2025. Ah oui, un moteur énorme pour l'adoption par les institutionnels. La clarté réglementaire, même si elle n'est pas encore totale, a débloqué des flux d'argent considérables vers ces produits. On a des chiffres? Juillet 2025 a été un mois record. Plus de 5 milliards de dollars d'entrées nettes dans les ETF Bitcoin et Ethereum confondus. 5 milliards en un mois? Oui, et l'ETF Ethereum a particulièrement bien marché, apparemment boosté par une initiative pour intégrer des actifs alternatifs dans les plans de retraite 401k américains. Mais ça n'a pas duré, hein? Le mois d'août a été plus difficile. Oui, en août, on a vu un gros sell-off, des sorties importantes. Près d'1 milliard de dollars de sorties sur une seule journée, touchant surtout les gros ETF comme ceux de Fidelity, FBTC et Grayscale GBTC. Faut y voir un changement de sentiment? Une perte de confiance? Pas forcément. L'analyse qui est faite dans le rapport suggère plutôt une combinaison de facteurs. Prise de bénéfices après la hausse de juillet, peut-être, des opérations d'arbitrage entre les ETF et le marché spot, ou simplement des réallocations de portefeuille chez les gros investisseurs. D'accord. D'ailleurs, un signe intéressant, les données on-chain pour Ethereum, ce qu'on voit directement sur la blockchain, montraient plutôt à ce moment-là que des ETH étaient retirés des plateformes d'échange vers des portefeuilles privés. Ce qui suggère une volonté de garder à long terme plutôt qu'une vente massive. C'est une interprétation possible, oui. Ça montre que certains gros acteurs n'étaient pas forcément en train de vendre, mais peut-être de sécuriser leurs avoirs. Donc, si on résume pour les marchés publics, la politique US est devenue un vrai catalyseur, mais l'influence macro reste dominante. Et les ETF, en facilitant l'accès, renforcent aussi cette connexion au marché traditionnel. C'est une excellente synthèse. Et on pourrait ajouter un détail, la surperformance de certains altcoins en 2025. Solana, XRP ont fait mieux que Bitcoin sur l'année. Ah oui, qu'est-ce que ça indique? Ça suggère que la clarification réglementaire a redonné confiance aux investisseurs pour aller au-delà du Bitcoin. L'appétit pour le risque revient sur d'autres projets, maintenant que le cadre légal s'éclaircit un peu pour eux aussi. Très bien. Passons maintenant au marché privé. Le capital risque, le VC. Le rapport note une baisse des investissements au deuxième trimestre 2025. C'est inquiétant? Alors, les chiffres bruts sont impressionnants. Moins 59% de capital investi par rapport au T1. Ça fait peur. Oui, quand même. Mais il faut nuancer. Le T1 avait été énorme à cause d'un seul méga deal de 2 milliards. Si on l'enlève pour comparer ce qui est comparable, la baisse ajustée est de 29%. C'est toujours une baisse, mais c'est moins catastrophique. Exactement. Ça reste un ralentissement, mais pas un effondrement. Et où va l'argent qui est encore investi par les VC? Est-ce qu'on voit des tendances se dessiner? Oui, deux choses principales. D'abord, une forme de maturation. Pour la deuxième fois seulement depuis 2021, plus de la moitié du capital, 52%, est allé à des entreprises déjà bien établies, en later stage, plutôt qu'aux toutes jeunes startups. D'accord. Et la deuxième tendance, elle? C'est le secteur du minage. Il a attiré le plus d'argent, plus de 500 millions de dollars sur le trimestre, avec notamment un gros tour de table 300 millions pour une boîte qui s'appelle XY Miners. Et ça nous ramène à ce lien stratégique avec l'IA dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. C'est probablement lié. Mais le rapport soulève aussi une question sur la concurrence pour attirer cet argent du VC. Oui, un point très intéressant. On a observé une déconnexion en 2025. C'est-à-dire? Les prix des actifs comme Bitcoin ont bien monté, mais le financement VC n'a pas suivi dans les mêmes proportions, ce qui n'était pas le cas dans les cycles précédents. Et comment on l'explique, Sam? Il y aurait deux raisons principales. D'une part, le succès des ETF Bitcoin et Ethereum. Ils offrent aux institutionnels un moyen simple, liquide, et perçu comme moins risqué pour s'exposer au marché, par rapport au VC qui est plus risqué et surtout très illiquide. L'argent va vers la facilité et la liquidité des ETF. En partie, oui. Et d'autre part, on voit émerger de nouvelles structures, les Digital Asset Treasury Companies, les DATCOs. DATCOs? C'est quoi ça? Ce sont des entreprises qui aident d'autres entreprises à gérer leur trésorerie en actifs numériques. Elles aussi, elles attirent du capital qui aurait pu aller vers le VC traditionnel. Donc le capital risque doit s'adapter, trouver de nouvelles niches.
Il semblerait, oui. Le VC se concentre peut-être plus sur ce que les ETF ne peuvent pas faire, l'investissement très tôt, seed stage, ou des paris plus stratégiques, moins directement liés au prix des actifs. Comme le minage, justement. Exactement. Malgré tout ça, les États-Unis restent la plaque tournante mondiale du VC crypto. Ils ont attiré presque la moitié des investissements mondiaux au T2 2025. Et la nouvelle politique devrait renforcer cette position, logiquement. C'est l'attente, oui. Et ce focus sur le minage, ça rentre parfaitement dans cette idée d'investissement stratégique. C'est plus qu'un pari sur le prix du Bitcoin, c'est un investissement dans une infrastructure vue comme clé pour l'économie numérique et l'IA. Le VC trouve là un rôle où il a une vraie valeur ajoutée, que les ETF n'ont pas. C'est ça. Bon, si on essaie de faire une synthèse de cette année 2025 jusqu'à maintenant, c'est vraiment une année de clarification réglementaire et de repositionnement stratégique des États-Unis sur la crypto. Oui, absolument. Une année où les discours pro-crypto se sont traduits en actes. Les décrets, les nominations, le Genius Act, les US ne voient plus ça comme une simple techno à réguler, mais comme une classe d'actifs à intégrer et un enjeu stratégique. Pour leur économie, pour le dollar, pour l'IA. Du coup, les perspectives pour 2026, elles sont plutôt optimistes dans les documents qu'on a. Dans l'ensemble, oui. On parle d'intégration croissante entre la DeFi et la finance tradi, de l'adoption des solutions de couche 2 pour rendre les blockchains plus efficaces. Comme sur Ethereum, par exemple. Oui. Et on envisage de nouveaux sommets pour Bitcoin, soutenus par cette politique de non-vente de la réserve stratégique et les flux qui devraient continuer via les ETF. Les chiffres cités vont de 117K à plus de 200K $. Mais il faut rester prudent, j'imagine. Hein. Ah oui, toujours. Les risques n'ont pas disparu. La volatilité, elle est toujours là. La correction de mars nous a rappelé la dépendance à la macro. Et puis il y a les risques de sécurité, les hacks, la complexité de l'écosystème. Donc il faut une lecture nuancée. Comprendre ce jeu complexe entre la politique à Washington, la Fed, les marchés mondiaux, la technologie elle-même. C'est exactement ça. La clé, c'est peut-être d'identifier où les objectifs stratégiques américains, l'IA, le dollar numérique via les stablecoins, croisent les opportunités d'investissement crypto, tout en gérant les risques. Le succès viendra pas juste de la politique favorable, mais de la solidité des projets et de la capacité à naviguer dans ce marché qui reste agité. Tout à fait. Les opportunités les plus sûres seront peut-être là où la crypto sert ses grands objectifs stratégiques. L'exemple du minage de l'IA est frappant à cet égard. Bon, pour conclure, 2025 nous offre un tableau vraiment fascinant. D'un côté, une administration américaine qui mise sur la crypto. De l'autre, un marché toujours très dépendant de la macro mondiale. Jackson Hole et la correction de mars l'ont bien montré. Oui. Et en parallèle, une structuration du marché qui continue, avec les ETF pour les institutionnels et un capital risque qui doit se réinventer un peu, devenir plus stratégique. C'est une bonne photographie de la situation, oui. Pleine de dynamiques complexes, parfois même contradictoires. Et pour laisser nos auditeurs et auditrices réfléchir, une dernière pensée peut-être. Cette volonté américaine de harnacher les cryptos pour ses propres buts stratégiques, que ce soit le dollar via les stablecoins ou l'IA via le minage Bitcoin, est-ce que ça ne crée pas une tension avec l'idéal originel de ces technologies, souvent décentralisées, sans frontières? C'est une excellente question. Et quelles pourraient être les conséquences imprévues, à long terme, de lier si étroitement un actif comme Bitcoin aux ambitions nationales d'une superpuissance, notamment en matière d'IA? Vaste sujet de réflexion pour l'avenir. Voilà de quoi méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.